Je suis rentré, mes affaires sur la pelouse, ma famille en fait sous une banderole dégage, parasite. J'ai pris une photo, puis je suis parti. 2 semaines plus tard, ils m'ont supplié de revenir. Ma réponse fut brève, non jamais. Je m'appelle Adèle Moreau. J'ai 32 ans. Et la nuit où ma famille a célébré mon expulsion fut la nuit où j'ai cessé d'être leur fille pour devenir ma propre personne. Je suis rentré à la maison m'attendant à une autre leçon de morale, un autre ricanement, une autre plainte sur le fait que j'étais toujours en train de trouver mes marques. Au lieu de cela, je me suis figé en entrant dans l'allée. Mes vêtements, mes livres, mes chaussures, mes cartons de rangement et la moitié de mes ustensiles de cuisine avaient été jetés sur la pelouse, comme si l'on avait vidé la chambre d'une personne décédée. De la musique crachait d'une enceinte près du porche. Des parents emplissaient le jardin avec des gobelets en plastique à la main, riant comme s'ils étaient à un barbecue estival. Un téléphone était posé sur un pot de fleurs, retransmettant le tout en direct. Derrière eux, une immense pancarte indiquait « 21, profiteuse. Ne reviens jamais ». J'ai tenu une seconde de trop, et cela a suffi pour qu'ils me remarquent. Ma tante Sophie Dubois a levé son verre et a crié qu'être trentenaire et n'avoir toujours rien devait être un record familial. Mon père, Julien Moreau, m'a regardé droit dans les yeux, a jeté une saucisse de hot-dog de son assiette et l'a laissée tomber près de mes chaussures. Il a dit que c'était mon dernier repas gratuit. Personne n'a paru choqué. Personne n'a essayé de l'arrêter. C'était ce qui faisait le plus mal. Ce n'était pas un chaos ivre. C'était une humiliation planifiée. Ma mère se tenait près de la table, feignant le malaise, mais elle n'a pas bougé. Ma petite sœur, Chloé, est restée près du porche, silencieuse, me regardant me noyer dans une scène sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord pour la mettre en scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de la pelouse, une de la pancarte, et une de chaque visage souriant sous ces lumières. Puis j'ai pris les clés de ma voiture, j'ai fait demi-tour et je suis parti sans dire un mot. Ce qui s'est passé après mon départ fut pire pour eux que tout ce que j'aurais pu dire cette nuit-là. Si vous m'écoutez en ce moment, laissez votre heure et votre lieu de visionnage dans les commentaires car cette histoire a voyagé beaucoup plus loin que cette pelouse. J'ai loué un appartement de courte durée cette nuit-là, le genre d'endroit où les gens ne restent que lorsque quelque chose a très mal tourné. Il était au 3e étage d'un vieil immeuble avec des couloirs étroits, de la peinture écaillée près des rampes d'escalier et une porte d'entrée qui coinçait à moins de la pousser fort avec l'épaule. J'ai transporté 2 valises surdimensionnées, une boîte de rangement fissurée, ma sacoche d'ordinateur portable et une boîte de babioles de cuisine que j'avais réussi à attraper avant de laisser la pelouse derrière moi. C'était tout ce qui me restait d'une vie que j'avais passé des années à aider les autres à maintenir. Au moment où j'ai verrouillé la porte, il était presque 2 heures du matin. Je me suis tenu au milieu de ce minuscule appartement, écoutant le réfrigérateur ronronner et le trafic dehors, réalisant que personne n'allait appeler mon nom depuis une autre pièce. Personne n'allait rien exiger. Personne n'allait demander où j'étais allé, ce que j'avais acheté ou pourquoi j'avais l'air contrarié. Le silence était étrange au début, mais pas cruel, juste inhabituel. Je me suis assise par terre car je n'avais pas encore de canapé. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon téléphone. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai commencé à faire défiler les vieilles photos. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de la preuve que je n'avais pas imaginé les 10 dernières années. Peut-être que j'avais besoin de quelque chose de plus fort que la mémoire, car la mémoire peut être adoucie par la culpabilité. Et la culpabilité avait été l'arme préférée de ma famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. La première photo qui m'a arrêté était celle prise sur un parking de supermarché quand j'avais 19 ans. J'étais souriante, les 2 bras enroulés autour de sacs en papier pleins de nourriture. À l'époque, j'avais publié cette photo avec une légende stupide sur le fait d'aider à la maison. Ce que la photo ne montrait pas, c'était que Julien venait d'avoir ses heures réduites. Isabelle pleurait dans la cuisine, et j'avais vidé la plupart de mon salaire sans hésiter, car c'était ce à quoi j'étais entraîné. La photo suivante datait de mes 21 ans, et elle ne montrait qu'un cliché flou d'un reçu, mais je m'en suis souvenu instantanément. C'était le mois où la compagnie d'électricité avait envoyé un avertissement de coupure, et ma mère avait dit qu'elle avait encore oublié la date d'échéance. Je l'ai payé avant d'aller au travail, puis j'ai passé le reste de la semaine à écouter mes parents se plaindre d'argent, comme si je n'avais pas tranquillement résolu le problème ce matin-là. Venaient ensuite les photos liées à l'école. Chloé dans de nouveaux vêtements pour un événement.
Chloé souriante avec un sac à dos que j'avais acheté. Chloé tenant des livres que j'avais payés parce qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, la famille en parlait comme si l'aider était un devoir moral partagé. Chaque fois que j'avais besoin de repos, d'espace, ou même de respect de base, c'était une leçon sur le fait que tout le monde avait plus de mal que moi. J'ai continué à faire défiler. Réparation de chauffe-eau, renouvellement d'ordonnances, livraison d'épicerie, transfert hypothécaire, argent pour l'essence, espèce d'urgence, un pneu de remplacement, une facture de dentiste, des frais de retard. Tout était là, étalé sur des années dans des reçus, des captures d'écran et de petits bouts de preuves ennuyeux que personne ne pense à conserver tant que la survie ne devient pas un tribunal dans son propre esprit. Ce qui m'a stupéfié, ce n'était pas le montant, mais la fréquence. J'avais payé, organisé, réparé, remplacé, couvert et lissé les problèmes si longtemps que tout le monde dans cette maison avait commencé à considérer mon effort comme la météo. Constant, invisible, attendu. Puis, juste au milieu de toutes ces photos, un nouveau message est apparu sur mon écran. C'était de Chloé. Maman pleure. La facture d'électricité est en retard. Peux-tu au moins envoyer quelque chose? J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai regardé autour de l'appartement. 2 valises, une lampe que j'avais achetée en passant, pas de provisions sauf des craquelins et de l'eau en bouteille, pas encore de cadre de lit, pas de chaise décente. Et pourtant, moins de 24 heures après avoir été publiquement humilié et jeté comme des ordures, j'étais toujours contacté comme plan B. Pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin que le système fonctionne à nouveau. Ce message a changé quelque chose en moi. J'ai cessé de voir leur comportement comme chaotique ou émotionnel. C'était organisé, prévisible, fonctionnel. Ils se tournaient vers moi de la même manière que les gens actionnent un interrupteur sans gratitude, sans penser, s'attendant simplement à la lumière. J'ai donc commencé à démanteler chaque point d'accès qu'ils avaient encore. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai retiré mes cartes de toutes les plateformes de paiement partagées. J'ai examiné les anciens transferts et pris des captures d'écran. J'ai trié mes dossiers dans des dossiers par année. J'ai archivé chaque message qui commençait par une variante de « peux-tu juste » ou « nous n'avons besoin que d'un petit coup de main » parce que j'en avais assez de laisser leurs urgences effacer la vérité. Puis j'ai commencé à supprimer les photos de famille, les dîners d'anniversaire, les clichés de Noël, les photos de groupes souriantes où tout le monde s'appuyait sur moi comme si j'y appartenais. Je les ai supprimées une par une jusqu'à ce que l'album paraisse plus vide, plus propre, presque honnête. Vers la fin de l'après-midi, j'avais acheté une tasse, une couverture, une assiette, une chaise d'occasion et une cafetière bon marché. Ce n'était pas grand-chose, mais cette pièce avait plus de dignité que la maison des Moreau n'en avait montré en moi depuis des années. Personne là-bas ne pouvait m'accuser d'être égoïste pour dormir. Personne là-bas ne pouvait me faire honte pour avoir dit non. Personne là-bas ne pouvait organiser une fête parce que j'avais cessé d'être utile. Assise seule dans cet appartement, j'ai finalement compris la vérité la plus cruelle de toutes. Je n'avais jamais été aimé pour qui j'étais dans cette maison. J'avais été valorisé pour ce que je prévenais, ce que je payais, ce que j'absorbais et la façon dont je disparaissais silencieusement au service. Et à la seconde où j'étais parti, l'effondrement avait déjà commencé. La première semaine après mon départ fut presque calme si l'on ne regardait que mon côté des choses. J'ai déballé lentement. J'ai acheté seulement ce dont j'avais besoin. J'ai pris l'habitude de me réveiller sans tension déjà présente dans ma poitrine. Mais du côté de la maison Moreau, le silence avait apparemment duré aussi longtemps que leur argent. Les mises à jour me parvenaient par fragments de personnes qui ne savaient même pas qu'elles me donnaient une image complète. Un ancien collègue m'a envoyé un message me demandant si j'allais bien parce qu'il avait appris par un voisin qu'il y avait eu des cris chez mes parents tous les soirs. Une autre personne que je connaissais à peine a demandé si j'étais parti pour de bon parce qu'elle avait vu des avis de compagnie de service public à la porte et pensait que quelque chose de grave s'était produit. Au début, je n'ai pas beaucoup réagi. Les familles se disputent, les factures s'accumulent. Je n'étais pas surprise, mais ensuite les détails sont devenus plus précis. Le 5e jour, j'ai appris qu'Internet avait été coupé parce que la facture n'avait pas été payée. Chloé, qui agissait comme si le Wi-Fi était un droit humain fondamental, se retrouvait soudainement assise dans des cafés pour essayer de faire des choses parce que personne à la maison ne s'en était occupé. Le 7e jour, le vieux chauffe-eau a finalement lâché.
Julien avait retardé sa réparation pendant des mois parce que j'avais toujours couvert les autres urgences en premier. Et une fois que je suis parti, il n'y avait plus personne pour gérer les priorités ou trouver l'argent pour colmater les brèches avant que les choses ne deviennent graves. La fuite a inondé une partie de la buanderie et endommagé un mur. Isabelle était apparemment en larmes, appelant des gens qui soudainement ne pouvaient plus aider. À la deuxième semaine, les conséquences n'étaient plus des inconvénients domestiques. Elles étaient structurelles. Julien avait toujours aimé agir comme si la maison fonctionnait grâce à son autorité. Mais l'autorité coûte peu lorsque quelqu'un d'autre fait le travail invisible en dessous. Sans moi qui m'occupais des formulaires, des rappels, des horaires et d'un millier de petits détails que personne ne remarque tant qu'ils ne sont plus faits, sa vie au travail a également commencé à déraper. Il a manqué quelque chose d'important, est arrivé en colère, a répliqué à un superviseur lors d'une réunion et a été renvoyé. 3 jours plus tard, il était licencié. Quand j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pas célébré, mais je me suis assise très immobile un instant car c'était la première preuve que son chaos n'avait jamais vraiment été sous contrôle. J'absorbais juste assez pour qu'il paraisse fonctionnel. Chloé s'est effondrée ensuite, exactement comme je le savais. Elle avait été élevée dans un système où la pression l'atteignait, déjà filtrée. Le linge apparaissait. Les provisions étaient faites. Les factures étaient payées. Les rendez-vous étaient rappelés. Les échéances étaient discrètement renforcées. Quand j'ai disparu, la couche protectrice a disparu avec moi. Elle a raté une révision d'examen, manqué une échéance clé et échoué à un test de qualification important dont elle parlait depuis des mois. Je n'étais pas heureuse qu'elle échoue, mais je ne pouvais ignorer ce que cela révélait. Sa confiance avait toujours dépendu de quelqu'un d'autre maintenant le sol stable. Les messages d'Isabelle ont changé de ton à ce moment-là. Les premiers étaient rigides et prudents, comme si elle croyait encore pouvoir me manipuler avec une simple tristesse maternelle. Puis ils sont devenus plus directs. S'il te plaît, réponds. Ton père est sous beaucoup de stress. Chloé a des difficultés. L'hypothèque est en retard. Nous pourrions perdre la maison. Cette phrase est restée en moi car c'était la manière la plus proche qu'elle ait jamais eue d'admettre à quel point le foyer dépendait de moi. Pendant des années, j'avais couvert l'épicerie, les factures, les réparations, les médicaments, les trous de trésorerie, les urgences aléatoires et la moitié du travail invisible qui empêchait tout le monde de paniquer. Il m'appelait irresponsable tout en s'appuyant sur l'infrastructure de mon effort. Il m'appelait un fardeau tout en dépensant la stabilité que j'avais créée. Une fois que je me suis écarté, l'illusion s'est vite dissipée. Même ma tante Sophie Dubois, qui avait ri comme si la fête était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue, a commencé à montrer des fissures. J'ai appris qu'elle comptait sur Isabelle pour une aide financière occasionnelle et un soutien émotionnel. Mais Isabelle n'avait plus rien à donner. Avec la maison Moreau qui prenait du retard sur les paiements, même ceux qui se moquaient le plus fort de moi découvraient soudain à quel point tous leurs arrangements égoïstes étaient interdépendants. Les parents qui n'avaient aucun problème à se présenter pour une fête d'humiliation n'avaient aucun intérêt à se présenter avec de l'argent pour l'épicerie, des offres de prêt ou un soutien pratique. C'est là que j'ai compris la véritable nature de la vengeance. Je n'avais pas besoin de crier, de les exposer ou de les poursuivre avec des discours. Je devais seulement cesser de les secourir. Leur chute n'était pas quelque chose que je devais inventer. C'était ce qui se produisait naturellement une fois que mon travail et mon argent ne les protégeaient plus des conséquences de leurs propres habitudes. À la fin de la 2e semaine, je dormais mieux, mangeais mieux et respirais plus facilement que depuis des années. Non pas parce que j'appréciais de savoir qu'ils avaient des problèmes, mais parce que la réalité avait finalement atteint une maison qui avait l'habitude de tout mettre sur mon dos. Puis Isabelle a envoyé le message qui a changé le rythme de tout. Peut-on se rencontrer? S'il te plaît, je te le demande en tant que mère. Elle ne demandait pas parce qu'elle avait soudainement compris ce qu'elle avait fait. Elle demandait parce que la maison saignait. Julien était sans travail. Chloé échouait. Et la personne qu'ils appelaient profiteuse s'était avérée être le seul adulte de l'immeuble. Je n'ai pas répondu immédiatement à Isabelle. Au lieu de cela, j'ai appelé Chloé en premier. Je voulais entendre une voix honnête avant d'accepter de m'asseoir en face d'eux. Elle a décroché presque instantanément, comme si elle avait fixé son téléphone, attendant qu'il sonne. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle semblait soulagée et effrayée à la fois. Elle a commencé à parler trop vite, comme les gens font quand ils ont retenu quelque chose trop longtemps et qu'ils ont besoin de tout déverser avant que la ligne ne coupe.
Elle a dit que la maison était horrible. Julien était en colère tout le temps. Isabelle dormait à peine. Il y avait de la tension dans chaque pièce. Personne ne savait quoi faire de l'hypothèque. La voiture devrait peut-être être vendue. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se concentrer, ne pouvait pas étudier, ne pouvait pas penser clairement. Sous tout cela, il y avait de l'incrédulité. Une vraie incrédulité que je sois resté parti. J'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'élan. Puis j'ai posé la seule question à laquelle je voulais une réponse. Qu'avez-vous tous pensé qu'il se passerait exactement après cette fête? Il y eut une longue pause avant qu'elle n'admette, il pensait que je serais contrarié, que je disparaîtrais quelques jours, puis que je reviendrais une fois calmé. Cette réponse m'en a dit plus que n'importe quelle excuse. La fête n'avait pas été une explosion émotionnelle impulsive. Elle avait été un acte de punition coordonné. Il voulait m'humilier assez fort pour briser ma résistance, pas rompre le système. Il pensait que la honte publique me forcerait à redevenir utile. Il pensait que l'embarras me rendrait reconnaissante pour les miettes. Il pensait que je reviendrais plus douce, plus obéissante, plus désespérée de prouver que je n'étais pas ce qu'ils appelaient. Au lieu de cela, je les ai laissés avec leur propre vie entre leurs mains pour la première fois. Chloé a commencé à pleurer quand elle a réalisé que je n'allais pas la réconforter. Elle a dit que personne n'avait pensé que cela irait aussi loin. Je lui ai dit que cela était déjà allé loin au moment où mes affaires ont été jetées sur la pelouse et qu'un direct a été lancé. Elle a demandé si je pouvais au moins aider temporairement. Pas pour toujours. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Cette phrase, juste jusqu'à ce que les choses se calment, m'avait drainé des années de ma vie. C'est ainsi que chaque sacrifice avait toujours été formulé. Temporaire, nécessaire, la dernière fois. Jusqu'à ce que les choses se calment, jusqu'au mois prochain, jusqu'à ce que ton père se remette sur pied, jusqu'à ce que Chloé se rattrape, jusqu'à ce que le cycle de facturation soit réinitialisé, jusqu'à ce que la crise passe. La crise ne passait jamais. Elle continuait de se nourrir de moi. Alors je lui ai dit non, pas d'argent, pas de retour à la maison, pas de couverture des factures, pas d'intervention parce que Julien s'était effondré sous la pression de gérer sa propre vie. Elle a pleuré plus fort, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas confondu la douleur de quelqu'un d'autre avec ma responsabilité. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table et j'ai commencé à rassembler toutes les preuves que j'avais jamais sauvegardées. Factures d'électricité que j'ai payées, totaux d'épicerie, transferts bancaires, reçus de pharmacie, réparation de voitures, dépenses d'urgence pour la maison, paiement scolaire pour Chloé, soutien hypothécaire que Julien avait promis de rembourser. Retrait d'espèces effectué après des appels tardifs concernant un désastre à la maison. Pièce par pièce, j'ai construit un historique des transactions de la vie qu'ils avaient passé des années à effacer avec des mots comme égoïste, paresseuse, instable et ingrate. Quand j'ai fini de trier le tout par année, la pile ressemblait à un audit d'une petite entreprise défaillante. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'était la famille Moreau. Une opération en effondrement déguisée en foyer maintenu par un travailleur non rémunéré que tout le monde méprisait pour avoir remarqué le poids. Ce n'est qu'après avoir eu ces papiers devant moi que j'ai répondu à Isabelle. Mon message était court. Je vous rencontrerai en public. Si quelqu'un ment, manipule, culpabilise ou me demande de l'argent, je pars immédiatement. Elle a répondu en moins d'une minute par un seul mot. D'accord. Cela seul m'a montré à quel point les choses étaient devenues désespérées. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café du centre-ville, un terrain neutre, où les voix restaient basses parce que des étrangers étaient toujours assez proches pour écouter. La veille de la réunion, Chloé m'a de nouveau envoyé un SMS. Elle a dit, peut-être que ce sera le début de la guérison, que peut-être tout le monde a enfin compris ce qu'ils avaient fait. J'ai lu le message sans émotion. Les gens disent qu'ils comprennent une fois qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils sont désolés une fois que les factures sont dues. Ils disent qu'ils veulent la guérison quand ce qu'ils veulent vraiment, c'est que l'accès soit restauré. Le lendemain matin, je me suis tenu un instant dans mon appartement avant de partir et j'ai regardé tout ce que j'avais construit en 2 semaines. L'endroit était petit. Les meubles étaient bon marché. Les rideaux ne s'assortissaient pas. Mais il y avait une paix dans cette pièce qui n'avait jamais existé dans la maison où j'avais grandi. Personne là-bas ne s'attendait à ce que je saigne juste parce qu'ils appelaient cela de l'amour. J'ai mis les documents dans mon sac, j'ai zippé mon manteau, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers le café,
sachant une chose avec certitude. Si la famille Moreau voulait me voir maintenant, ils allaient me voir tel que j'étais vraiment, pas comme leur fille sur demande, pas comme la réparatrice silencieuse, pas comme la personne qu'ils pouvaient humilier et toujours soutirer quelque chose plus tard. Ils étaient sur le point de rencontrer la version d'Adèle Moreau qu'ils avaient créée eux-mêmes en allant trop loin. Isabelle était déjà assise quand je suis arrivé, serrant une tasse de café intacte à deux mains comme si c'était la seule chose qui la retenait. Chloé était assise à côté d'elle avec des yeux fatigués et des épaules affaissées. Julien n'était pas là. Bien sûr que non. La fierté arrive généralement en retard au désastre. Dès qu'Isabelle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Pas doucement, d'ailleurs. C'était le genre de pleurs publics qui fait que les étrangers regardent de côté puis détournent poliment le regard. Un an plus tôt, j'aurais couru la réconforter. Cette fois, je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle a commencé avec les phrases habituelles. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit que les choses avaient dégénéré. Elle a dit que tout le monde était ému, embarrassé, dépassé. Elle a dit que personne ne voulait dire les choses comme elles paraissaient. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos de cette nuit-là et tourné l'écran vers elle. Mes affaires sur la pelouse, la pancarte, le direct, les visages souriants. Julien avec ce regard satisfait sur le visage. Comment d'autre étais-je censé interpréter une fête planifiée célébrant mon exil, ai-je demandé. Chloé a regardé ailleurs. Isabelle a pleuré plus fort. Puis la vraie vérité a commencé à fuir. Ils étaient en retard sur l'hypothèque. Julien avait été licencié. La voiture pourrait devoir être vendue. Les factures étaient en retard. La tante Sophie ne pouvait pas aider parce qu'elle avait sa propre catastrophe financière. Les parents qui avaient ri à la fête étaient soudainement impossibles à joindre. Isabelle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point je m'occupais de tout jusqu'à ce que je sois parti. Cette phrase a frappé plus fort que les excuses. C'était là, l'aveu caché sous toutes les supplications. Je n'étais jamais la profiteuse. J'étais le système non rémunéré qui les maintenait en vie. Chloé a parlé ensuite, et ce qu'elle a dit était la chose la plus honnête que quiconque à cette table m'ait offerte. Nous ne pensions pas que tu nous laisserais vraiment gérer tout ça. Je me suis penché en arrière et je l'ai regardé. C'était ça. C'était toute la famille en une seule phrase. Ils ne voulaient pas que je parte. Ils voulaient que j'aie peur. Ils voulaient que je sois obéissante. Ils voulaient que je sois assez humiliée pour revenir et assez reconnaissante pour accepter pire. J'ai ouvert mon dossier et j'ai fait glisser plusieurs pages sur la table. Facture de services publics, totaux d'épicerie, facture de réparation, transfert bancaire, dépenses scolaires, reçu de médicaments, soutien hypothécaire que Julien avait promis de rembourser. Voici à quoi ressemblait la famille quand c'était moi qui vous portais tous, ai-je dit. À quoi ressemblait la famille quand vous m'avez expulsé? Aucune des deux n'avait de réponse. Isabelle a murmuré qu'elle m'avait déçu. Je lui ai dit que l'échec était privé. Ce qu'elles avaient fait était public, délibéré et fier. Puis elle a finalement posé la vraie question enfouie sous toutes les larmes. Allais-je les aider? J'ai répondu immédiatement. Pas d'argent, pas de retour à la maison, pas de compte partagé, pas de sauvetage. Si elle voulait des conseils pratiques, je les donnerais. Vendez la voiture. Coupez toutes les dépenses inutiles. Parlez à la banque avant que le défaut ne s'aggrave. Arrêtez d'emprunter pour maintenir les apparences. Demandez à chaque parent qui a apprécié la fête de contribuer avec quelque chose de réel, mais je ne les sauverai pas du coup de leur propre cruauté. Chloé a semblé stupéfaite, comme si des conseils sans sacrifice ne comptaient pas comme de l'amour. Puis son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil et a montré le message à Isabelle. C'était de Julien. Si je ne reviens pas avec elle, demande si elle comprend ce qui se passe si cette maison est perdue. Je n'avais besoin d'entendre rien de plus. Pas d'excuses, pas de honte, juste un levier, la maison, l'image, les conséquences devenant gênantes. Je me suis levé et j'ai remis les copies dans mon sac. Vous avez tous organisé une fête parce que vous pensiez que ma valeur s'arrêtait à la seconde où j'arrêtais de vous être utile, ai-je dit. Maintenant, la fête est finie. Les factures sont réelles. Et vous voulez que je me sente coupable parce que la cruauté s'est avérée coûteuse. Je ne reviens pas. Je ne paierai pas. Et je ne porterai pas cette famille un jour de plus.
Isabelle m'a supplié de m'asseoir. Chloé m'a demandé d'y réfléchir. Je leur ai dit que j'y avais déjà réfléchi pendant 14 ans. Puis j'ai laissé de l'argent pour mon café et je suis parti sans me retourner. Pendant 3 jours après la réunion du café, personne ne m'a contacté. Pas d'appel, pas de message, pas d'excuses émotionnelles soudaines d'Isabelle, pas de SMS paniqué de Chloé, aucune tentative en colère de Julien de réaffirmer le contrôle. Le silence aurait dû être paisible, mais il ne l'était pas. Il semblait stratégique. Je connaissais trop bien ma famille à ce moment-là. Quand la colère échouait, ils essayaient la culpabilité. Quand la culpabilité échouait, ils essayaient la douceur et appelaient cela de l'amour. Alors, quand Isabelle m'a finalement envoyé un SMS demandant si elle pouvait passer à mon appartement juste pour parler calmement et apporter une petite plante, je savais déjà qu'il y aurait quelque chose de caché sous cette visite. Pourtant, j'ai dit oui, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je voulais voir jusqu'où elle irait maintenant que le désespoir avait remplacé la fierté. Mon appartement était petit et simple avec une chaise d'occasion, une petite table, des rideaux bon marché et une seule lampe qui rendait la pièce plus chaleureuse qu'elle ne l'était vraiment. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était le mien. Avant son arrivée, je me suis surprise à ranger les choses comme je le faisais toujours avant qu'un membre de ma famille n'entre dans une pièce, faisant de la place pour leur confort tout en ignorant le mien. Je me suis arrêté immédiatement. C'était ma maison maintenant. Elle pouvait y entrer, mais elle ne pouvait pas la contrôler. Quand Isabelle a frappé, elle tenait une plante en pot et une boîte de pâtisserie blanche. Elle est entrée avec ce sourire prudent que les gens portent lorsqu'ils veulent des crédits pour essayer avant d'avoir fait quoi que ce soit de significatif. Elle a regardé autour d'elle, a dit que l'endroit était douillet, a dit que je m'en étais bien sorti, a même dit qu'elle était fière de moi pour m'être sorti d'affaires si vite. Ce mot m'a presque fait rire. Elle n'était pas fière quand mes affaires ont été jetées sur la pelouse. Elle n'était pas fière quand Julien m'a humilié devant des parents et des voisins. Mais maintenant que j'avais survécu sans eux, elle voulait admirer le résultat. Pendant les premières minutes, elle a gardé la conversation légère. Elle a posé des questions sur le quartier, sur le travail, sur le fait que je dormais mieux. Puis petit à petit, les questions ont changé. Le loyer était-il cher? Me débrouillais-je bien? Avais-je pu économiser quelque chose depuis mon départ? Je connaissais ce schéma. D'abord l'inquiétude, puis les questions pratiques, puis la demande cachée dans le devoir. Finalement, elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Elle l'a placée sur la table entre nous et a dit qu'elle voulait seulement que je comprenne à quel point les choses étaient devenues graves. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des avis de retard, un avertissement d'hypothèque, un rappel de paiement de voiture en retard et une liste manuscrite des dépenses du ménage. Au bas, il y avait une seule phrase de son écriture. Même si tu ne reviens pas, tu peux quand même faire ce qu'il faut en tant que notre fille. Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, c'est donc pour ça que vous êtes venu. Isabelle s'est mise à pleurer alors, mais pas de ce genre de larmes brutes de celui du café. Ses larmes semblaient plus minces, plus frustrées. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit que Julien était impossible à côtoyer. Chloé était en train de s'effondrer et la maison se noyait. Elle a dit qu'elle avait espéré qu'en tant que mère, elle pourrait m'atteindre d'une manière plus douce. Il n'y avait rien de doux à apporter des factures à l'appartement de la fille que vous avez aidé à jeter. J'ai demandé pourquoi elle avait promis qu'elle ne voulait que parler si c'était son plan depuis le début. Elle a insisté que ce n'était pas un plan, juste quelque chose qu'elle avait apporté au cas où je semblerais ouverte, au cas où je me souviendrais que la famille est de la famille. Cette phrase a rendu quelque chose froid en moi. Je l'avais entendue chaque fois qu'il voulait de l'argent, du travail, de la patience ou du silence. Jamais quand j'avais besoin de protection. Jamais quand j'avais besoin de repos. Jamais. Quand j'avais besoin que quelqu'un arrête Julien de transformer mon humiliation en fête, je lui ai dit que la fille à qui elle parlait maintenant avait été laissée sous une pancarte la qualifiant de profiteuse pendant qu'elle se tenait là et ne faisait rien. Si elle avait voulu de la famille, c'était le moment d'agir comme tel. Isabelle a pleuré plus fort et a dit qu'elle s'était figée, que tout était devenu incontrôlable, qu'elle le regrettait chaque jour. Je lui ai dit que le regret ne signifiait rien lorsqu'il arrivait en portant un calendrier de paiement. Elle m'a regardé comme si j'étais cruel, mais je n'étais qu'honnête. Elle a dit qu'elle me manquait. Je lui ai dit que peut-être elle me manquait. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était ce que je faisais pour cette maison. L'argent, le travail, la façon dont j'absorbais chaque crise avant qu'elle n'atteigne tout le monde.
Puis elle a dit la phrase qu'elle croyait pouvoir encore marcher sur moi. Tu es toujours ma fille. Je l'ai regardée et j'ai dit, la fille sur laquelle vous comptiez a été abandonnée sur cette pelouse. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot maintenant. Comme si cela effaçait ce qui s'est passé. La pièce est devenue complètement silencieuse après cela. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Et pour une fois, j'étais contente. Elle a dit que j'avais changé. Je lui ai dit non. J'avais juste cessé de traduire la cruauté en obligation. Puis je lui ai rendu l'enveloppe et je me suis levé. Je lui ai dit que je ne paierais pas une facture de plus, une réparation de plus, une urgence de plus créée par des gens qui avaient célébré de se débarrasser de moi. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée assise une seconde comme si elle attendait que ma culpabilité se précipite et l'arrête de partir. Elle n'est pas venue. Finalement, elle s'est levée, a ramassé l'enveloppe, a pris la boîte de pâtisserie, puis a hésité et a pris la plante aussi. Même le cadeau était conditionnel. À la porte, elle s'est retournée et a demandé d'une voix blessée si c'était vraiment le genre de personne que je voulais devenir. J'ai pensé à la pelouse, à la pancarte, à la musique, au rire, et à Julien me jetant de la nourriture aux pieds. Puis j'ai répondu, non, c'est le genre de personne que vous avez rendu nécessaire. Elle est partie sans un autre mot. Après avoir verrouillé la porte, l'appartement semblait plus silencieux qu'avant, plus propre d'une certaine manière. Pendant des années, décevoir Isabelle avait été comme échouer en tant que fille. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je l'ai déçue et je n'ai ressenti rien d'autre que du soulagement. Le lendemain, j'ai appris que la voiture avait été mise en vente. Bien. Laissons d'abord les apparences partir. Laissons-les apprendre à quoi ressemble la survie quand personne ne paie secrètement pour l'illusion. Une semaine plus tard, Julien m'a appelé pour la première fois depuis la nuit de la fête. J'ai failli ignorer l'appel, mais je voulais entendre à quoi ressemble un homme quand sa fierté commence à s'effondrer sous de vraies conséquences. Sa voix était plus basse que d'habitude, plus lente aussi, comme si chaque mot devait traverser quelque chose de tranchant pour sortir. Il a dit qu'il voulait me rencontrer. Je lui ai dit qu'il pouvait dire tout ce qu'il fallait par téléphone. Il y eut un long silence avant qu'il n'admette que la maison était en sérieuse difficulté. Il a dit qu'il était en colère depuis des mois, en colère à cause de l'argent, honteux que les choses soient instables, amer que la famille soit devenue dépendante de l'aide. Ce que personne ne voulait admettre, c'était de l'aide. Il a dit que lorsque les parents ont commencé à plaisanter cette nuit-là, il s'est joint à eux parce que c'était plus facile que de les arrêter, plus facile que de me défendre, plus facile que d'admettre que la personne qu'il se moquait le plus était celle qui maintenait la maison à flot. J'ai écouté plus longtemps qu'il ne le méritait parce que je voulais savoir si une véritable responsabilité allait jamais se former pleinement en lui. Presque. Puis il a tout gâché. Il a dit, je sais que nous t'avons fait du mal, mais si tu comprends ce qui est en jeu ici, peut-être verras-tu pourquoi nous avons besoin de passer à autre chose. Besoin, pas espoir, pas demande. Besoin de passer à autre chose. Comme si la douleur devenait déraisonnable à la seconde où les personnes qui l'ont causée ont besoin d'efficacité. Je lui ai dit que j'avais quelque chose à envoyer et qu'après qu'il l'ait lu, il n'y aurait plus rien à discuter. Puis j'ai raccroché. 2 jours plus tôt, j'avais parlé à un avocat. Au fil des ans, j'avais effectué des contributions documentées aux dépenses du ménage, aux paiements hypothécaires d'urgence, aux réparations, aux médicaments. À l'épicerie et à d'autres coûts que mes parents avaient promis de rembourser plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne cherchais pas une vengeance imaginaire. Je ne réclamais pas la maison. Je faisais quelque chose de bien plus froid et bien plus réel. J'ai envoyé à Julien et Isabelle une lettre de mise en demeure formelle avec des copies des relevés, détaillant exactement combien de mon argent était allé pour maintenir ce foyer en vie et quelles mesures juridiques suivraient s'ils ignoraient le remboursement. En 1 heure, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués. Julien a appelé 6 fois. Isabelle a appelé 4 fois. Chloé a envoyé un SMS disant que j'étais en train de détruire la famille. J'ai finalement répondu une seule fois. Julien semblait stupéfait. Il a demandé si j'allais vraiment leur faire ça. Je lui ai dit que non. Ils s'étaient déjà fait ça à eux-mêmes. Je refusais simplement de financer les dégâts. Il a dit que la maison pourrait devoir être vendue. Je lui ai dit que c'était un problème pour les gens qui y vivaient. Il m'a traité de sans cœur. J'ai demandé si son cœur avait été actif pendant la fête. Il n'avait pas de réponse à cela. Puis il a dit, une action en justice humilierait tout le monde.
Cette phrase m'a presque fait rire. L'humiliation publique importait soudainement maintenant. Je lui ai dit qu'il aurait dû y penser avant de transformer mon exil en divertissement. Puis je l'ai bloqué. J'ai bloqué Isabelle. J'ai bloqué la tante Sophie. J'ai bloqué tous les parents qui avaient ri, regardé, commenté ou traité ma douleur comme un festival de famille. Après cela, j'ai posté une seule phrase sur une story privée où quelques contacts mutuels la verraient et la laisseraient se répandre exactement là où elle devait aller. La fille que vous appeliez profiteuse payait plus que vous tous réunis. À partir d'aujourd'hui, elle ne paie rien. C'était tout. Pas de diatribe, pas de longue explication, juste la vérité. Au cours du mois suivant, j'ai appris ce qui s'était passé à travers la distance et le silence. La voiture a été vendue. L'hypothèque a dû être renégociée. La tante Sophie a cessé de se manifester. Chloé a trouvé un emploi à temps partiel pour la première fois de sa vie. Julien a accepté un travail temporaire qu'il aurait autrefois considéré comme inférieur à lui. Isabelle a cessé d'envoyer des messages émotionnels parce que chaque porte par laquelle elle entrait était verrouillée. Ils ont survécu comme les gens le font habituellement lorsqu'ils y sont forcés. Ils devaient simplement survivre sans moi. Et c'était ça la vengeance. Pas crier, pas les détruire en une seule scène dramatique. La vraie vengeance était de les laisser vivre à l'intérieur de la réalité qu'ils avaient créée après avoir retiré la seule personne qui les en avait protégés. La vraie vengeance était de leur faire comprendre ma valeur seulement après en avoir perdu l'accès pour toujours. Je pense encore parfois à cette pelouse. La pancarte, la musique, les rires, le hot-dog touchant l'herbe près de mes pieds. Mais quand je m'en souviens maintenant, je ne ressens pas de honte. Je ressens de la clarté parce que ce fut la nuit où la famille Moreau a révélé exactement ce qu'elle était et la nuit où Adèle Moreau a cessé de leur appartenir complètement.